Good morning, good afternoon, good Bonjour. evening. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Stories to Watch, les sujets à suivre 2022. Je suis Michael Oko, à la tête des communications du World Resources Institute. Le WRI est une organisation mondiale qui assure de pouvoir trouver des solutions qui amélioreront les vies de toutes et tous. Et pour s'assurer que la nature puisse s'épanouir, nous avons 1500 personnes qui travaillent dans 12 pays. C'est la 19e édition des sujets à suivre, ce qui est un grand moment. Un des moments saillants pour le WRI, nous nous intéressons aux tendances, aux événements qui vont façonner le monde dans l'année à venir. Il se passe des choses comme les autres années aujourd'hui et des choses sont différentes. Tout d'abord, nous allons donc partager nos idées, nos connaissances sur la base des données des tendances. Nous n'allons pas chercher à prédire l'avenir. Nous allons demander qu'est-ce que ces sujets vont devenir, comment vont-ils évoluer et comment pouvons-nous développer notre capacité à trouver une voie plus durable. Cette année, la grande différence est que nous avons notre nouveau président et directeur général Annie Dasgupta. Annie Dasgupta est devenu président du WRI en juin 2021 après avoir dirigé le programme des villes pendant 7 ans. Il vient de Delhi en Inde. Annie est donc un dirigeant expert en urbanisme, lutte contre la pauvreté, aménagement urbain. Nous sommes très heureux qu'Annie soit maintenant à la tête du WRI pour ce nouveau chapitre. L'autre grande différence, c'est que nous avons une présentation pré-enregistrée, mais ne vous en faites pas. Annie est ici avec nous et nous avons nos experts qui vont également nous rejoindre pour la session de questions-réponses immédiatement après la présentation. Donc, bien sûr, en termes d'organisation, vous pouvez entendre la présentation en français, en portugais ou en espagnol en accédant à l'interprétation avec le bouton en bas de votre écran Zoom. Vous pouvez également donc ensuite écrire vos questions pendant la présentation dans la case questions-réponses sur votre écran. Vous pouvez poser des questions pendant la présentation. Nous y répondrons après, pendant la session du panel. La messagerie est fermée aujourd'hui. Donc, vous pouvez aussi continuer à discuter des sujets que nous allons aborder avec le hashtag STW22. Vous aurez accès sur notre site Internet, si vous le souhaitez, ensuite aux diapositives, à la présentation et aux différents supports. Après vous avoir présenté ces détails, je vais donner la parole à Annie Dasgupta, qui va donc vous présenter les Stories to Watch, les sujets à suivre en 2022. Bienvenue. Bienvenue à l'édition 2022 des sujets à suivre. Je m'appelle Annie Dasgupta, je suis directeur général, président de WRI. Si vous avez déjà participé à l'un de ces événements, je vous souhaite la bienvenue. Si vous ne connaissez pas encore le WRI, nous sommes une organisation de recherche internationale basée dans le monde entier. Notre mission est de résoudre, de trouver des solutions aux problèmes les plus difficiles auxquels l'environnement est confronté dans nos sociétés. Pour ce faire, nous réunissons la meilleure recherche scientifique et les meilleures connaissances pratiques pour connaître la façon dont les choses se font sur le terrain pour apporter des solutions qui peuvent être développées, mises à l'échelle. Lorsque nous avons commencé au début des années 2000, nous avons essayé de présenter des sujets tels que le changement climatique au grand public. Nous étions dans une salle avec une douzaine de journalistes en espérant qu'ils écriraient des articles sur le changement climatique et la Terre, notre planète Terre. Les choses ont vraiment changé. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de vous annoncer des nouvelles dont vous n'avez jamais entendu parler. Nous allons parler de 6 sujets, 6 questions que vous connaissez certainement. Vous en entendez parler dans votre travail, dans les journaux et dans les débats. Et notre objectif est de partager avec vous notre vue d'ensemble sur ces questions, mais aussi les détails qui pourraient nous échapper parfois. Le travail que je vous présente est le travail collectif de notre équipe, mais aussi de toute notre communauté. Vous remarquerez que bien qu'il y ait 6 histoires, elles ont une nature interconnectée. Ces histoires ne concernent pas seulement le climat ou le carbone, mais aussi l'économie, notre santé, notre bien-être économique, nos emplois. Et il s'agit là d'un changement positif. Nous voyons que ces questions ne sont pas des problèmes isolés, des sujets de carbone, de réduction de CO2, mais des changements, de véritables changements sociétaux qui vont avoir lieu. Avant de nous lancer dans ces histoires, prenons
une minute pour réfléchir à l'année que nous avons passée. Et quelle année cela a été? La pandémie, bien sûr, nous en sommes à la 3e année de la pandémie. Elle perturbe la vie de toutes et tous qui nous écoutez. Aujourd'hui, vos vies ont été touchées d'une manière ou d'une autre. Je n'arrive pas à croire. Je vais être en télétravail pour la 3e année consécutive. Toutes les économies du monde ont été touchées par la pandémie. Cette année a été une année de division politique. Au début de l'année dernière, nous avons vu cette image sur tous les écrans de télévision, dans tous les journaux. Une foule à l'assaut du Capitole aux États-Unis. Des divisions de ce type ont eu lieu partout dans le monde. La COVID a également provoqué de graves perturbations dans la chaîne d'approvisionnement. Vous vous souvenez certainement de cette photo. L'Ever Given, c'est le nom du navire qui était bloqué dans le canal de Suez pendant une journée seulement, pendant presque une semaine. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont également provoqué des chocs énergétiques dans le monde entier, des coupures de courant en Chine, le prix du gaz multiplié par 5 en Europe, l'inflation, les effets du changement climatique se font sentir dans le monde entier aujourd'hui. Nous assistons à un événement de ce type, à un autre, constamment. Cette photo date de quelques semaines seulement dans le Colorado, un feu de forêt au milieu de l'hiver. Au Chili, nous vivons une sécheresse de 13 ans, une des plus graves en 1000 ans d'histoire du Chili. 400 000 personnes ont dû recevoir de l'eau par camion. De même, au Brésil, juste au nord du Chili, un cycle de sécheresse et d'inondation provoque la pire catastrophe de l'histoire de cet État. D'autres régions, l'Europe, l'Inde, le Soudan, sont confrontées à des événements similaires. Et l'iniquité dont témoigne la manière dont le vaccin a été distribué dans le monde en 2021, 2022 est choquante. Dans les pays les plus riches du monde, les pays à revenus élevés, 73% de la population est vaccinée, alors que dans les pays à faible revenu, seulement 7% l'est. Et l'an dernier, nous avons vu une baisse de nos émissions en raison du manque d'activité des émissions de CO2, en raison du manque d'activité économique dû à la COVID-19. Nous espérions que cette baisse se poursuivrait, nous espérions que cette reprise économique serait verte après la COVID. Cela ne s'est pas produit car dès que l'économie a repris, l'activité économique a repris, les émissions ont augmenté très rapidement. Tout cela n'est pas une si bonne nouvelle, mais l'année n'a pas été que mauvaise. Il y a eu beaucoup de points positifs. Des pays, des villes, des entreprises même du monde entier ont pris des engagements très importants pour lutter contre le changement climatique. Non seulement une série d'engagements, mais nous pensons qu'il s'agit là même d'un changement d'attitude. Considérant à partir du principe que le changement climatique est un événement inévitable qui se produit actuellement, il faut le prendre au sérieux et prendre des engagements concrets. 155 pays ont présenté des CDN, 83 pays ont annoncé des objectifs zéro émission, 1000 villes se sont engagées à atteindre l'objectif zéro émission et à réduire leurs émissions de 50% d'ici la fin de la décennie. Plus de 2000 entreprises se sont fixées des objectifs scientifiques ou ont vérifié leurs objectifs pour atteindre le niveau zéro. Tout cela a été réuni à Glasgow en novembre. Ces engagements ont été pris à Glasgow. Ces engagements ont été pris, mais j'ai ressenti aussi ce qui était important à Glasgow, c'est le fait que les pays soient revenus après Paris. Pas tous les pays l'ont fait, pas autant que nous le souhaitions, mais le fait qu'ils soient revenus compte beaucoup. Je pense que c'est la plus grande réussite de notre époque où tout le monde remet en question le multilatéralisme, notre capacité à travailler ensemble en tant que société de différents pays pour résoudre le plus grand problème du monde. Cela montre que le multilatéralisme fonctionne. Des engagements très importants ont été pris, chacun de ces engagements compte. Lorsque nous étions à Paris, nous étions dans un monde qui menait à 3,6 degrés. Maintenant, nous sommes dans un monde qui mène à 2,8 degrés. C'est un changement significatif qui n'est pas suffisant. Mais si nous prenons tous les engagements, les entreprises, des pays qui ont pris l'engagement de la neutralité carbone, qui l'ont mis en œuvre, nous arriverions, si cela est réalisé, à 1,9 degrés. Ce n'est pas 1,5, mais c'est proche. Nous devons en faire plus, mais nous allons dans la bonne direction. Alors la méta-question, la grande question que nous nous posons à travers ces 6 sujets que nous allons présenter, la question est la suivante. Est-ce que tous ces engagements positifs, ces vrais engagements, allons-nous être capables de les traduire en actions concrètes? C'est la question qui se pose cette année. Notre premier sujet est celui de la neutralité carbone.
ou le net zéro. C'est une grande idée de l'engagement à réduire le carbone d'ici 2050 et atteindre la neutralité carbone. Vous en entendrez beaucoup parler. Mais en même temps, les personnes s'interrogent sur la crédibilité de cet engagement. Comment cela se fait-il? Pourquoi est-ce que cette bonne idée de réduire le carbone d'ici 2050 est-elle remise en question? La science du changement climatique s'améliore de jour en jour. Il est clair pour les meilleurs scientifiques du monde, représentés par le GIEC, que pour limiter le réchauffement climatique au-delà de 1,5 degré, le limiter à 1,5 degré, il le faut, puisqu'au-delà de 1,5 degré, les impacts deviennent exponentiellement dommageables. Mais que signifie le net zéro? Pourquoi est-ce que nous disons net et nous ne disons pas seulement zéro émission? Je vais vous expliquer en utilisant cette baignoire. Vous ne vous attendiez pas à entendre l'exemple d'une baignoire dans cette conversation peut-être, mais imaginons que cette baignoire est notre environnement. L'eau qui s'y déverse et la quantité d'émissions de CO2 que nous produisons aujourd'hui. Si nous continuons à faire ce que nous faisons aujourd'hui, nous continuons à remplir la baignoire et bientôt elle déborde et nous atteindrons 1,5 degré. Alors que devons-nous faire pour que la baignoire ne déborde pas? Tout d'abord, il faut réduire la quantité d'eau que nous y déversons. C'est la chose la plus importante à faire. Deuxièmement, nous devons nous assurer que la taille du tuyau de vidange est suffisante pour que le niveau d'eau reste le même en haut de la baignoire. Il faut pouvoir retirer, absorber également la même quantité de CO2. La quantité d'émissions de carbone que nous introduisons est la même que celle que nous retirons de l'atmosphère. Cette idée fait son chemin. Elle a commencé au Bhoutan en 2015 dans un seul pays. Mais aujourd'hui, 83 pays ont pris un engagement net zéro émission, ce qui signifie qu'ils se sont engagés à amener leur économie à un niveau où la quantité de carbone qu'ils produiraient d'ici 2050 serait la même que celle qu'ils retirent de l'atmosphère. C'est un progrès énorme. De même, 1000 villes se sont engagées à atteindre l'objectif de neutralité carbone, de zéro carbone d'ici 2050. 750 entreprises se sont engagées à atteindre l'objectif zéro carbone par le biais d'objectifs scientifiques. Mais il reste un scepticisme, un grand scepticisme à l'égard de cette idée. Pourquoi? Je pense que le facteur le plus important de ce scepticisme est le fait que 2050 est dans 28 ans. Cela paraît loin, nous faisons des engagements, mais en même temps, il est possible de trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose dès aujourd'hui. Il y a un manque de responsabilité, les engagements ne sont pas vérifiables. Nous ne savons pas si ces engagements pris sont sérieux. Il semble que nous transférions la responsabilité de faire quelque chose aujourd'hui pour laisser quelqu'un d'autre faire quelque chose dans 20 ans. Ce scepticisme sur une idée très importante comme la neutralité carbone est très dangereux. Alors, comment faire pour rendre ces engagements crédibles? Nous pensons que ces engagements sont si importants. Il faut donc se concentrer sur des actions à court terme. Il ne faut pas se contenter d'élaborer un plan de changement à long terme. Il faut arriver à un niveau de carbone zéro d'ici 2050, net zéro. D'ici 2050, il faut agir dès aujourd'hui, demain et après-demain. Il faut des actions à court terme. Pour améliorer la crédibilité, il faut aussi avoir des plans vérifiables, s'assurer que les progrès réalisés sont transparents, que les personnes sont confiance dans le fait que des plans sont élaborés, mais que des avancements sont également possibles. Le monde peut le voir. Cette année, ces engagements de neutralité carbone gagneront-ils en crédibilité? C'est très important selon nous. L'engagement lui-même est très important. Il faut que les gens croient à cet engagement pour que nous puissions progresser. De nombreux pays ont revu à la hausse leurs ambitions en matière de réduction des émissions. Les pays du G20, les pays les plus riches du monde, presque tous, ont pris des engagements en faveur de l'objectif zéro émission, net zéro, en explorant les engagements politiques. Les politiques, certains comme le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, les ont transformés en actions concrètes. Cependant, certains, comme la Chine, ont pris un engagement très important en faveur de l'objectif zéro émission d'ici 2060. Cependant, les plans pour 2030 n'étaient pas aussi ambitieux que ce que nous aurions souhaité. Cette année, est-ce que la Chine va alors pouvoir rendre ses plans 2030 beaucoup plus crédibles? Des pays comme l'Australie et le Brésil ont pris des engagements pour 2050, mais pas des engagements pour 2030. C'est pourquoi il existe
ces climato-sceptiques, ces personnes qui se demandent s'il est possible que ces plans de réduction des émissions de carbone puissent être atteints sans plan 2030. Enfin, verrons-nous le Mexique rejoindre ce club et créer un plan net zéro? C'est une grande opportunité qui se présente cette année. Il y aura le sommet du G20 à Bali. L'Indonésie accueille un des pays du Sud les plus importants en matière de changement climatique. C'est l'occasion de mettre en valeur les pays du Sud dans le plan de transition. Nous savons que l'Indonésie a des plans très importants pour la transition, y compris la transition énergétique. Il est donc très important de surveiller ce que font les pays du G20, car ces pays produisent ensemble 75% des émissions mondiales. Les mesures qu'ils prennent peuvent donc avoir un impact au-delà des frontières de ces pays. Chaque pays compte. Les politiques qu'ils adoptent dans chaque pays sont importantes. En ce moment même, le Sénat américain examine un projet de loi très important qui prévoit 500 milliards de dollars pour les activités liées au changement climatique. Ces activités, si elles sont mises en œuvre, permettront aux États-Unis d'arriver en 2030 à une réduction de 50%. Les entreprises qui ont fait ces promesses, qui ont pris des engagements très importants, est-ce qu'elles vont avancer par rapport à ces objectifs? L'an dernier, le WRI a fait partie d'une initiative très importante. Les premières normes net zéro ont été publiées pour les entreprises. 750 entreprises se sont engagées. Est-ce que nous verrons une augmentation de ce nombre? Doubler? Ce nombre va-t-il doubler, tripler? Le nombre d'entreprises qui s'engagent de manière crédible à atteindre le niveau net zéro? Enfin, les institutions financières cesseront-elles de soutenir les combustibles fossiles? L'année dernière, lors de la COP, un groupe de sociétés financières qui contrôle ensemble 130 000 milliards de dollars a fait une annonce très importante. Je le redis, c'est 130 000 milliards de dollars dont il s'agit ici. Je ne pense pas avoir déjà pu parler d'une telle somme dans une présentation. C'est un engagement très important, non seulement puisque nous parlons de neutralité carbone, mais aussi parce que c'est cette idée que si nous arrêtons d'envoyer ces financements vers l'industrie des combustibles fossiles, si nous arrêtons cela, ce serait peut-être le moyen le plus rapide d'arriver à un monde net zéro. Si cet argent qui ne va pas aux combustibles fossiles peut aller vers les énergies renouvelables, la production par le biais d'énergies renouvelables, nous verrions un développement exponentiel dans ce domaine. Cette organisation qui s'est engagée, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Le sujet suivant, nous avons cette question que nous nous posons. Après le charbon, ferons-nous transition en évitant les perturbations et en gardant les lumières allumées? Le charbon est un sujet politiquement polarisé. La science du charbon, l'économie du charbon montrent clairement la voie à suivre pour sortir de cette production. Cependant, cela n'a pas été facile. Pour les pays où le charbon est une source d'énergie importante, comme l'Inde d'où je viens, 70% de l'électricité provient du charbon. Il y a tant de personnes dont les emplois et les moyens de subsistance dépendent de l'industrie du charbon. Cette transition n'est pas facile. Alors que c'est évident, la science dit, c'est si clair qu'il faut sortir de ce moyen de production. Mais pourquoi cette transition n'est-elle pas facile? Cette question est importante parce que la façon dont nous gérons avec succès cette transition, cette sortie, l'élimination du charbon vers des énergies plus propres, c'est un baromètre, c'est un indicateur qui pourrait nous montrer comment gérer d'autres transitions énergétiques. Nous allons nous pencher sur cette question. C'est évident. Pourquoi est-ce si difficile alors? Nous comprenons pourquoi il faut parler du charbon. C'est un producteur très important. 25% de l'énergie provient du charbon aujourd'hui, mais c'est aussi le plus polluant des combustibles. Donc, naturellement, nous devons nous occuper du charbon, du pétrole et du gaz. Mais il semble que le charbon soit le bon endroit, le bon sujet pour commencer. Aucune des analyses scientifiques de modélisation sur le 1,5 degré n'inclut le charbon comme combustible. Presque tous les modèles montrent que nous devons sortir du charbon ou éliminer progressivement le charbon d'ici 2030. Beaucoup de scientifiques, beaucoup sont d'accord sur ce point à travers le monde. Lors de la COP cette année, 46 pays ont accepté d'éliminer progressivement le charbon domestique. 34 pays ont accepté de ne pas investir dans le charbon à l'étranger, dont la Chine, ce qui constitue une déclaration très importante. L'économie est favorable partout dans le monde.
Si aujourd'hui, si vous souhaitiez mettre en place une usine produisant de l'électricité, une usine renouvelable avec des panneaux solaires ou offshore serait moins cher que d'installer une usine fonctionnant au charbon, ce qui est une bonne nouvelle. Et le mix énergétique produit à partir du charbon par rapport à l'énergie mix produit pour l'énergie propre, nous voyons que l'énergie propre est en hausse. Donc, le charbon a connu une petite hausse l'année dernière, mais globalement, il continue de baisser. Mais il y a un long chemin à parcourir encore entre la situation actuelle et l'élimination totale du charbon d'ici 2030. Donc, les coûts, si les coûts ne sont plus un obstacle, pourquoi reste-t-il des barrières, des défis? Ces défis sont des défis techniques, politiques, et nous devons penser au contexte, le contexte actuel de demande croissante en énergie. La demande en énergie a augmenté de 24% au cours de la dernière décennie, et cette tendance devrait se poursuivre à mesure que certains pays d'Afrique subsaharienne ou d'Asie se développent et s'urbanisent. La demande en électricité, en énergie augmente, continue d'augmenter. Il faut donc penser à se passer d'une source d'énergie importante alors que la demande en énergie augmente. Pensons aussi que 760 millions de personnes n'ont aujourd'hui pas accès, n'ont pas un accès fiable à l'électricité. C'est un nombre qui s'est amélioré par rapport à il y a 10 ans. 1,2 milliard de personnes n'avaient pas accès à l'énergie à ce moment-là. Nous faisons des progrès, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Lorsque nous pensons donc à la transition, l'abandon du charbon, nous devons penser au contexte de l'énergie et de la demande et nous assurer que nous atteignons les personnes qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui. Comment allons-nous assurer cette transition qui semble inévitable maintenant? Comment assurer une transition en douceur pour s'assurer que les personnes qui n'ont pas accès à l'électricité auront accès à l'électricité, que les personnes dont l'emploi en dépend seront prises en charge, résilientes, que le système soit prévisible, que les dirigeants politiques puissent le soutenir? Quelles sont les choses à surveiller? Est-ce que les investissements dans les projets de charbon ont été un bon signe au cours des dernières années avec cette diminution? Les nouveaux projets, les projets qui ont des pipelines, qui ont permis que cette tendance se poursuive et les investissements dans le charbon continuent. N'oublions pas qu'une centrale au charbon vit pendant 30-40 ans, donc une usine construite en 2014 sera toujours là en 2044. Est-ce que les pays les plus gros utilisateurs de charbon s'engageront à l'éliminer progressivement? Je pense qu'il faut surveiller. Certains pays, comme les pays de l'UE, la Corée du Sud, l'Allemagne, se sont engagés, le Vietnam également, à abandonner le charbon. Mais les plus gros utilisateurs, la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Japon, est-ce qu'ils vont s'engager à éliminer progressivement le charbon? Pour des pays comme l'Inde et la Chine, j'ai déjà dit, pour l'Inde, c'est 70% de la production d'énergie qui dépend du charbon, en Chine 61%, en Afrique du Sud 86%. Est-ce que ces pays s'engageront à éliminer progressivement le charbon? Est-ce que le monde les soutiendra dans cet engagement? Est-ce que si nous envisageons d'éliminer le charbon du système, les investissements dans les énergies renouvelables seront assez rapides pour suivre ce rythme, pour combler le vide? La construction annuelle d'énergie renouvelable devrait tripler par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les financements multilatéraux, comme la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale, soutiendront-ils cette élimination progressive? La Banque asiatique de développement en a fait un programme très innovant qui investit directement pour mettre en service les centrales au charbon existantes. Est-ce que ce programme sera un succès? Est-ce que la Chine augmentera le financement des énergies renouvelables en cessant de financer le charbon? Elle finance les énergies renouvelables depuis un certain temps. Est-ce qu'elle va l'augmenter? Est-ce que tous les pays les plus pauvres, particulièrement touchés par la crise de la COVID-19, vont-ils le faire? Auront-ils les ressources budgétaires nécessaires pour investir dans les énergies renouvelables dans ce monde après la pandémie? Au fur et à mesure que nous investissons dans les énergies renouvelables, le réseau sera-t-il prêt? Selon les estimations, il faudrait investir 70% de plus par an dans le réseau électrique au cours de la prochaine décennie. Non seulement la transmission doit être stable, mais le stockage deviendra un élément très important à mesure que les énergies renouvelables deviendront une part importante de l'approvisionnement. Est-ce que cela va se produire face au changement de grande ampleur? La
loi américaine sur les infrastructures adoptée l'année dernière a prévu 5 milliards de dollars pour le réseau, pour moderniser le réseau électrique, et des dépenses de 6 milliards de dollars pour la fiabilité. C'est le genre d'investissement dont nous avons besoin pour que le réseau soit à la hauteur dans ce nouveau monde des énergies renouvelables. Et encore plus important, les personnes dont la subsistance, 7 millions de personnes qui dépendent de l'industrie du charbon ou de l'industrie liée à l'activité du charbon. Que vont-ils devenir? Seront-ils pris en charge? Est-ce que cette transition sera équitable pour eux? 27 pays ont mentionné la transition équitable dans le plan de décarbonation. L'Afrique du Sud vient d'accepter un accord de 8,5 milliards de dollars pour sortir du charbon. Ces transitions seront-elles équitables? Cette équité n'est pas seulement une question morale, bien sûr, c'est une question éthique et morale. Mais cette équité est également très importante pour rendre cette transition politiquement viable, afin que d'autres pays suivent l'exemple de la transition de la sortie du charbon. Un combustible, comme vous pouvez le voir, d'après l'économie, d'après la science, le combustible futur est celui qui aura le plus de soutien. Il faudrait que cette transition se fasse en douceur pour éviter les perturbations. C'est un test décisif. Si vous parvenez à gérer cette transition énergétique, d'autres transitions suivront. Le troisième volet de notre histoire climatique, de nos sujets à suivre, est lié à la justice climatique. Nous en entendons beaucoup parler. Nous sommes très heureux que la justice climatique soit au cœur de nombreux débats dans le monde. Ce n'est pas un sujet nouveau. De nombreuses personnes, en particulier des personnes de couleur, des organisations du monde entier, travaillent sur la justice climatique depuis des années. Et grâce à leur travail, le sujet est reconnu aujourd'hui. Nous voyons que nous devons en discuter de manière plus large dans le contexte du changement climatique. Nous devons écouter les communautés en première ligne. C'est un élément essentiel pour parvenir à la justice. L'une des meilleures citations que j'ai vues est celle de Vanessa Nakate, une activiste militante climatique ougandaise, qui dit: comment pouvons-nous avoir une justice climatique si les personnes qui subissent les pires impacts de la crise climatique n'ont pas été écoutées, n'ont pas de plateforme, leur voix n'est pas amplifiée, ils ne font pas partie de la conversation? Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de parler de justice ou de justice climatique si les personnes qui en subissent les répercussions les plus graves ne font pas partie de la conversation. Nous parlons de justice climatique entre les pays et au sein des pays. Entre les pays, vous pouvez penser à qui a causé le problème. Quels sont les pays qui produisent réellement la majorité des émissions que nous voyons dans l'atmosphère? C'est évident, ce sont les pays développés qui ont utilisé des combustibles fossiles pendant des décennies et des siècles. L'Amérique du Nord, l'Europe, certaines parties de l'Asie, pour en arriver là où ils sont. Mais quels sont les pays les plus touchés par les conséquences, par ces émissions? Vous voyez, le tableau est très différent. Les pays affectés sont différents, ce sont principalement les pays du Sud. Et cette différence n'est pas accidentelle, n'est pas d'un point de vue géographique seulement, elle est également liée à des siècles de colonialisme. Les personnes les plus touchées au sein de ces pays sont également touchées par la division historique des communautés économiquement et socialement marginalisées. En particulier, nous le savons, les populations noires, les populations autochtones, les populations de couleur sont plus touchées par l'impact climatique. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons de répercussions, d'impact climatique, nous parlons du manque d'eau, nous parlons d'inondations, de l'incapacité de construire sur notre terre, l'incapacité de produire de la nourriture, pouvoir faire pousser quelque chose dans des terres dégradées, l'air irrespirable parce qu'il est trop pollué. Ces impacts, nous parlons ici de pénurie de terre, pénurie de nourriture, pénurie d'espaces constructibles. Et quand il y a pénurie, les pauvres, les marginalisés sont les plus touchés. Ces divisions historiques se répètent en réalité. Quand nous parlons de climat, nous devons parler des populations, des personnes, de l'injustice. Mary Robinson affirme que la justice climatique insiste, mais en avant un changement nécessaire. Passer d'un discours sur les gaz à effet de serre, la fonte des calottes glaciaires, et parler
d'un mouvement pour les droits civiques, avec en son cœur les personnes et les communautés les plus vulnérables à l'impact climatique. Elle demande un changement qui nous permette de penser au climat d'une manière différente sans se préoccuper tant de la science, qui est si importante pourtant. La science est la plus avancée, meilleure que jamais, mais nous devons penser aux personnes qui en subissent les conséquences. Comme vous pouvez l'imaginer, la justice climatique et la justice en général est un problème multidimensionnel qui se joue différemment, car l'exclusion existe partout dans le monde. Les impacts sont distribués de manière illégale, vous l'avez vu sur la carte. Les gens qui en sont la compte sont ceux qui sont censés le résoudre. Et les ressources sont inégalement réparties. Les pays riches ont beaucoup plus de ressources que que les pays pauvres qui subissent l'impact. De même, notre pouvoir de résolution, les ressources dont nous disposons pour y faire face sont réparties de manière inégale aussi. Chacune de ces questions pourrait être traitée de manière beaucoup plus approfondie pour comprendre la justice climatique. Dans tous les cas, nous pensons que le résultat de cette démarche est de savoir si nous nous concentrons réellement sur l'action locale. Les personnes qui sont touchées par le problème ont-elles plus de ressources, plus de pouvoir pour prendre les décisions sur la façon de résoudre le problème? Évidemment, ce serait plus équitable, c'est moralement juste, mais il s'avère, en tout cas c'est ce que disent les preuves, que c'est d'autant plus efficace, la lutte est d'autant plus efficace que les communautés pauvres qui ont été confrontées au manque de ressources toute leur vie durant ont des idées et des solutions pour y faire face. Le problème du climat sera donc mieux traité par les communautés pauvres de manière plus efficace. Verrons-nous un véritable changement dans la façon de penser le climat, pas seulement comme une question de carbone, mais comme une question de pouvoir, de justice, de droit et de finances qui vont avec au niveau local. Ça dépend de la façon dont nous formulons ce problème. Que faut-il surveiller donc? 70 organisations et 6 pays dans le monde se sont engagés en faveur d'un changement mené localement. C'est une très bonne chose, mais l'idéal serait que l'argent coule dans cette direction. L'objectif est de consacrer 25% du financement climatique à l'adaptation locale. Actuellement, ce pourcentage est minime. Verrons-nous un réel changement? Une reconnaissance des pertes et des préjudices? Qu'est-ce que les pertes et les préjudices? Dans certains endroits du monde, les dommages sont si graves qu'il est impossible d'y remédier. Verrons-nous un dédommagement des pertes et des préjudices? C'est un sujet controversé. À Glasgow, il y a eu une lueur d'espoir, car les pertes et préjudices ont été inclus pour la première fois dans le texte officiel. Et cette année encore, il y a une réunion sur le dialogue de Glasgow sur les pertes et préjudices. Verrons-nous plus de progrès en Égypte lors de la prochaine COP? Et est-ce qu'on va arrêter de débattre ou est-ce qu'on va aller au-delà des débats sur qui va compenser et qui va être dédommagé? 177 pays ont soutenu le financement des pertes et préjudices à Glasgow, mais les grands pays s'y sont opposés, ce qui fait que nous n'avons pas fait les progrès que nous souhaitions. Verrons-nous un changement, une orientation majeure lors de la prochaine COP? Le soutien à la restauration des écosystèmes à l'échelle locale va-t-il augmenter? C'est plus important en Afrique que partout ailleurs. Il existe un programme très important en Afrique qui vise à restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées. Les communautés locales africaines gèrent plus de 70% des terres du continent. Allons-nous voir non seulement l'augmentation de l'objectif de 2 milliards de dollars pour la restauration, mais aussi les finances allant réellement aux communautés locales qui sont touchées et aux organisations locales de base? De même, les populations autochtones gèrent au moins la moitié des terres de la planète. Pourtant, seuls 10% sont légalement reconnus comme leur appartenant. Garantir les droits fonciers des populations autochtones présente des avantages sociaux et environnementaux directs. Le Kenya en est un très bon exemple. Il a une loi sur la propriété foncière qui reconnaît les droits des populations autochtones. En verrons-nous d'autres? Cette loi sera-t-elle appliquée? C'est pourquoi le montant de 1,7 milliard de dollars engagé dans la COP 26 en faveur des populations autochtones et la garantie d'une mise en œuvre correcte sont essentiels pour progresser.
Tous les pays auront leur importance. Les États-Unis ont mis en place des plans très ambitieux, prévoyant que 40% des investissements climatiques soient destinés aux communautés défavorisées. Si ce plan devient loi, il faudra se demander comment les communautés seront sélectionnées et quels progrès seront réalisés. Comment est-ce qu'on évalueront les résultats? Il ne s'agit pas seulement d'un sujet parmi d'autres, mais d'un changement dans la façon dont nous abordons le problème. Pensons-nous au climat au-delà du carbone vers les personnes et l'impact sur les personnes qui souffrent le plus, et faisons-nous en sorte que l'injustice qui existe déjà dans la société ne soit pas reproduite dans les solutions climatiques. L'exclusion, le racisme qui sont ancrés dans notre société sont en fait traités et reconnus lorsque nous trouvons de nouvelles solutions pour le climat. C'est donc ce que nous devons surveiller dans les années à venir et pas seulement cette année. Notre prochain sujet à suivre concerne la déforestation. Le monde essaie depuis longtemps d'inverser ce processus. Cette année, il y a une raison d'espérer, car l'un des plus grands engagements jamais pris contre la déforestation l'a été le deuxième jour de la COP. J'étais dans la salle. 141 dirigeants de 141 pays se sont engagés à arrêter complètement la déforestation d'ici 2030. 19,2 milliards de dollars ont été promis pour travailler sur ce sujet. C'était vraiment drôle de voir, pas drôle, désopilant, mais simplement curieux de voir 141 leaders mondiaux, principalement des hommes, essayer de se surpasser les uns les autres pour montrer à quel point ils aiment les forêts et les arbres. Nous espérons que cette tendance se poursuive. Il était bon de voir un tel enthousiasme pour la nature. Pourquoi nous inquiétons-nous de la déforestation? Eh bien, les forêts tropicales sont essentielles pour atteindre 1,5 degré. Si la perte de la couverture forestière tropicale était un pays, celui-ci serait le deuxième plus grand pays en termes d'émissions de carbone, juste après la Chine, au-dessus des États-Unis et de l'Inde. Il existe 7 produits de base qui sont les principales raisons de la déforestation. Le premier d'entre eux est le bétail. Vous vous demandez d'où vient le cuir de votre voiture? Le deuxième, c'est l'huile de palme. Pensez à votre shampoing. Elle est utilisée dans presque tous nos produits de soins capillaires. Elle provient de la déforestation. Vous pouvez prendre toutes les choses que nous utilisons tous les jours. Ce n'est pas seulement un problème pour les pays où se trouvent les forêts. Pour le résoudre, nous devons nous rassembler et le résoudre ensemble, ce problème. Les conséquences de la déforestation sont très claires et dévastatrices, depuis les incendies de forêts en Amazone qui privent les communautés de leurs terres, la perte de biodiversité bien sûr, jusqu'aux inondations à grande échelle en Indonésie à cause de la déforestation. Malgré cette évidence, ces preuves, la triste vérité est que ce n'est pas la première fois que le monde se rassemble pour résoudre le problème. En 2014, à New York, les pays ont produit la déclaration de New York pour réduire la déforestation, l'éliminer réellement d'ici 2030 et la réduire de moitié en 2020. Depuis là, entre là et 2020. En réalité, la perte de forêt primaire a augmenté de 41% depuis lors. Nos recherches montrent que ce problème est persistant. Il existe depuis longtemps et a augmenté dans un passé récent. Il est toujours là, nous ne l'avons pas réduit. La question est donc la suivante. Cette année, en 2002, grâce à ce qui s'est passé, 141 pays et 19 milliards de dollars, le monde sera-t-il en mesure de maintenir la déforestation pour 2030? Verrons-nous un réel changement dans la façon dont nous abordons le problème et ferons-nous des progrès? Le signe le plus encourageant à surveiller est le changement d'état d'esprit. Verrons-nous un changement dans notre façon de penser à ces problèmes? Chai Souri, une jeune militante phénoménale de 24 ans, originaire de l'Amazonie, était présente à la COP. J'ai eu le privilège de l'écouter et elle a déclaré qu'il ne nous reste pas de temps, il faut faire quelque chose.
Et c'est pas 2030 ou 2050, c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Elle nous dit que nous devons agir maintenant et qu'il ne s'agit pas seulement d'une action locale, que le monde doit travailler avec les communautés locales pour progresser. Cette reconnaissance de nos systèmes naturels et de nos forêts dans l'optique des objectifs climatiques est la chose la plus importante à surveiller, à repenser pour aller dans la bonne direction. Les consommateurs et les pays où vivent la plupart de ces consommateurs choisiront-ils des marchés lointains ou fermeront-ils les marchés communautaires liés à la déforestation? L'UE adoptera-t-elle une législation visant à réduire les importations liées à la déforestation? La Chine collaborera-t-elle avec les entreprises pour garantir des importations exemptes de déforestation? Le club des investisseurs forestiers, dirigé par le gouvernement américain, va-t-il progresser? Les pays où se trouvent les forêts prendront-ils des mesures conservatrices au niveau national où ils doivent empêcher les défrichements illégaux, lutter contre la corruption ou faire de l'objectif de la déforestation un élément central de leurs plans économiques? Mais nous devons non seulement travailler au niveau national, mais aussi nous concentrer sur les communautés sur le terrain, sécuriser les droits fonciers, sécuriser les opportunités pour les communautés locales. Ainsi, elles peuvent compter sur un avenir souriant, sans déforestation et où l'économie ne soutienne pas la déforestation. Le prochain point à surveiller est le suivant. Les entreprises utiliseront-elles le traçage pour éliminer la déforestation des chaînes d'approvisionnement? Des changements significatifs ont été apportés à la technologie pour nous permettre de suivre la déforestation dans les chaînes d'approvisionnement. La coalition Forest Positive, une coalition des plus grandes entreprises, s'est réunie pour s'assurer que tous leurs approvisionnements soient exempts de la déforestation. Verrons-nous des progrès de ce type dans le monde entier, dans d'autres chaînes d'approvisionnement? Le soutien financier, la promesse de 19 milliards de dollars va-t-il stimuler une véritable transition? Ne servira-t-il pas uniquement à protéger les forêts, mais entraînera-t-il réellement une transition pour les communautés qui dépendent des forêts? Ces fonds atteindront-ils réellement les zones touchées par la déforestation? Enfin, et c'est le plus important, la demande de crédit carbone de haute qualité va-t-elle augmenter? Il s'agit d'un domaine très vaste qui pourrait aller bien ou pas très bien, mais nous pourrions voir des entreprises telles que la coalition LEAF se développer et des entreprises y participer lorsqu'elles auront fait le plus d'efforts pour s'assurer qu'elles ont elles-mêmes limité leurs émissions de carbone. Et nous pourrions voir des fonds aller aux communautés touchées, aux communautés indigènes, non seulement pour qu'elles protègent les forêts, mais aussi pour qu'elles réussissent leur transition. L'arrêt de la déforestation est une nécessité absolue, critique pour les 1,5 degrés, pour les personnes qui vivent autour de nos forêts tropicales. Ce problème a été difficile à résoudre. Cette année, nous avons l'occasion d'y remédier grâce à un engagement politique réel et à un financement réel. D'autres financements pourraient suivre, ainsi que davantage de crédits carbone. Cette année sera-t-elle un tournant dans la lutte contre la déforestation? Le sujet suivant concerne la prévention des pandémies. Vous serez surpris que nous ayons inclus ce sujet à suivre de la santé publique au milieu des sujets à suivre sur le climat et l'impact du changement climatique. Mais la science s'améliore dans ce domaine et les liens entre le fonctionnement des systèmes naturels et le moment et la manière dont les pandémies se produisent se multiplient. Le monde va-t-il agir maintenant pour stopper la prochaine pandémie mondiale? Comment les pandémies se déclenchent-elles? Les zoonoses, c'est-à-dire la transmission d'un agent pathogène d'un animal à un humain, sont à l'origine de 75% des maladies infectieuses. Toutes ne sont pas des pandémies, mais la plupart en sont issues. Et les facteurs de propagation sont assez évidents. Les insectes sont des connexions directes entre les animaux sauvages et les humains. Il y a également le commerce illégal d'animaux sauvages et aussi les animaux domestiques. Ce qui est surprenant, c'est que les débordements se produisent plus que jamais et dans le monde entier. De l'Amérique latine à l'Australie, les incidences sont partout et elles sont en augmentation. Les pandémies sont plus fréquentes
est plus grave. Elles ne se produisent pas plus de simplement de temps en temps. Des centaines d'événements de ce type se produisent chaque année. La plupart sont sans conséquences. Certains se conduisent à des maladies comme Ebola, le Zika et bien sûr le Covid-19. Il y en a d'autres. Ce sont des exemples de ce qui se passe à partir du débordement. Vous êtes tous conscients du coût énorme des pandémies. Nous vivons en plein milieu de cela maintenant. Nous en subissons les conséquences. 5,4 millions de personnes sont mortes à cause du Covid-19. Un monde sain entraîne moins de pandémies. Notre stratégie mondiale de lutte contre les pandémies a été une stratégie de réaction. Les masques, la distanciation sociale, la vaccination, l'arrêt du travail, l'évitement des espaces surpeuplés. Mais nous savons comment prévenir les pandémies. Comment les prévenir? Nous devons protéger les forêts, réduire le commerce des espèces sauvages et les contacts avec ces dernières, investir dans la santé publique et les foyers de maladies. Ces mesures sont plutôt évidentes, non? Pourquoi cela n'est-il pas fait? L'une des raisons est que les personnes qui pensent aux forêts et à la faune sauvage sont différentes de celles qui pensent à la santé publique et aux pandémies. Ces silos ne travaillent pas ensemble, ce sont vraiment des silos. Il y a des inégalités en matière de santé, à l'accès aux soins, et parce que les pandémies provoquent de telles perturbations économiques, comme celles que nous vivons actuellement, que c'est une question politique importante. Et les réalités politiques et le calendrier font prendre des décisions sur la façon de s'occuper de la santé publique qui ne sont pas basées sur la science qui est derrière les pandémies. Ensuite, les gens se demandent bien sûr si nous pouvons nous le permettre. Il suffira, je ne dis pas seulement à la légère, de 22 à 31 milliards de dollars par an pour protéger les forêts et réglementer le commerce des animaux. Dans le même temps, rien qu'aux États-Unis, nous dépensons 100 milliards de dollars en soins pour animaux de compagnie. Je suis propriétaire d'un animal de compagnie, mais pensez aux chiffres. La question est donc la suivante. La santé publique et les secteurs de l'environnement peuvent-ils travailler ensemble pour prévenir les pandémies avant qu'elles ne se produisent? Que doit-il se passer pour que ce résultat se concrétise? Un traité mondial sur les pandémies verra-t-il le jour lors de l'Assemblée nationale de la santé en mars et en août? C'est l'occasion rêvée de réunir ces deux secteurs et de réfléchir aux pandémies de manière plus systématique. Les gouvernements adopteront-ils un cadre mondial pour la biodiversité? Il y a une conférence mondiale sur la biodiversité en avril et mai. Cette approche tiendra-t-elle compte non seulement de la biodiversité et de la nature, mais aussi de leur lien avec la santé publique? Et les communautés vulnérables recevront-elles les soins de santé dont elles ont besoin? La science émergente est vraiment passionnante. Il y a des recherches récentes, notamment en Indonésie, qui montrent que l'investissement dans des communautés spécifiques proches des forêts tropicales en matière de soins de santé permet de réduire la déforestation. Il existe une corrélation directe entre la déforestation et la qualité de la santé publique. Ce sujet à suivre a pour but de changer notre état d'esprit. Comment nous pensons aux pandémies et comment réunir deux communautés importantes, l'une travaillant sur les forêts, la faune et la biodiversité, et l'autre sur la santé publique, pour prévenir la prochaine pandémie. Le sujet suivant porte sur les voitures électriques. Vous en entendrez beaucoup parler partout. C'est partout. Il y a beaucoup d'élan, d'enthousiasme à ce sujet. Mais la question est de savoir si nous serons en mesure de profiter de cet élan pour porter un réel coup à la crise climatique. Les arguments en faveur de la décarbonation des transports sont assez simples. Aujourd'hui, le transport représente 24% des émissions de CO2 liées au... Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, nous devons réduire de 90% les émissions de CO2 liées au transport d'ici à 2050. C'est un secteur qui a pris du retard par rapport aux autres secteurs. C'est un peu gênant et je me sens un peu responsable car j'ai travaillé dans ce secteur pendant de nombreuses années. Le sujet à suivre des véhicules est celle d'une croissance exceptionnelle.
L'année exponentielle, l'année dernière, 5,6 millions de ces véhicules ont été vendus. L'année précédente, c'était 3,1 millions. Cette courbe est en train de monter. Il y a de plus en plus de modèles qui prennent la route chaque jour. Il y a plus de 500 modèles. Le plus intéressant est un Ford Lightning. En fait, je ne vous recommande pas d'acheter un camion, mais c'est le véhicule le plus vendu, ou un pick-up, mais c'est le véhicule le plus vendu aux États-Unis et il est devenu électrique. Et récemment, lors d'une conversation avec un responsable de chez Ford, il m'a dit qu'au moment de sa commercialisation, 200 000 de ces véhicules avaient déjà été réservés. La seconde, Rivian, est comme Tesla. Elle n'est pas produite par un constructeur automobile conventionnel. Ses ventes ont été évaluées à 100 milliards de dollars. Mais pourtant, la production n'a pas encore commencé. Le marché soutient cela. Et Sony, qui était célèbre pour ses Walkman, va fabriquer des voitures électriques. Ce marché est plein de développements intéressants, mais le plus important, c'est qu'il y a une vraie dynamique. Les pays, les régions, les gouvernements nationaux, les collectivités locales suivent le mouvement et abandonnent progressivement les moteurs à combustion interne au profit des véhicules électriques. Et cela ne concerne pas seulement les voitures. Il y a aussi la mobilité personnelle, les scooters et les bicyclettes qui deviennent électriques. L'année dernière, il s'est vendu plus de vélos électriques que jamais auparavant. Les bus sont électrifiés également. Il y en a 100% à Shenzhen, en Chine. Il y a un développement des semi-remorques électriques en Californie. Mais ce n'est que le début d'une révolution, cette dynamique. Aujourd'hui, si l'on considère l'ensemble du parc automobile, seul 1% est électrique. Ce dont nous avons besoin, c'est de beaucoup plus d'accélération. 30% d'ici 2030, 92,5% d'ici 2050. Ce qui est intéressant dans cette diapositive, ce n'est pas seulement la couleur verte, mais le nombre de voitures. Aujourd'hui, il y a 1,2 milliard aujourd'hui sur Terre. Et il y en aura plus de 2 milliards en 2050. Les voitures seules, réfléchissez à la production de toutes ces voitures. Ces voitures ne nous permettront pas d'atteindre tous ces objectifs, mais seulement une grande partie. Nous y sommes à 83%, mais pour atteindre une réduction des émissions de 90%, nous devons faire plus que de l'électrification. Nous devons faire en sorte que les gens délaissent leur voiture au profit des transports publics, de la marche et du vélo. La vraie question est donc de savoir si, dans ce bon sujet à suivre, nous allons poursuivre sur la lancée de l'électrification et de la décarbonation du secteur des transports. Que faut-il faire? Comment accélérer l'adoption de l'électrification? Comment peut-on? Les politiques gouvernementales vont-elles l'accélérer? Suivrons-nous l'exemple de la Chine, qui a appliqué à tous les niveaux national, régional, l'électrification et l'a soutenue de multiples façons? La Chine possède la plus grande flotte électrique. Maintenant, est-ce que d'autres pays vont la suivre? Y aura-t-il des politiques? Verrons-nous, comme dans l'UE, l'élimination progressive des moteurs à combustion interne? Est-ce que ça va s'étendre, ces mesures? Les États-Unis verront-ils davantage de bus et de cars scolaires électriques? C'est l'une de mes préférées, ça. Les États-Unis ont plus de 475 000 bus scolaires, plus que n'importe quel pays du monde. L'administration Biden est en train de soutenir l'électrification de tous les bus scolaires au cours de cette décennie. Nous pensons que c'est possible et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nos enfants respirent un air plus pur et qu'ils voient les avantages des véhicules électriques, qu'ils grandissent en se disant que l'électricité, c'est la nouvelle norme. Il n'y a pas que les voitures qui doivent être électrifiées. Verrons-nous l'infrastructure de recharge de ces voitures se développer aussi? Il existe une anxiété liée à l'autonomie, mais elle diminuera au fur et à mesure que les voitures auront une meilleure autonomie. Aurons-nous des stations de recharge là où nous en avons besoin? Et plus important encore, aurons-nous de l'énergie propre pour ces voitures?
À mesure que cette révolution se produit, que nous fabriquons de plus en plus de voitures électriques, nous devons faire attention aux conséquences involontaires. Beaucoup de choses doivent disparaître dans l'expansion des véhicules électriques. Rien que, rien que les batteries. Il y a des choses importantes concernant les véhicules électriques. Rien que les batteries de ces véhicules nécessitent des terres rares, du lithium, du cobalt, etc. L'augmentation du nombre de véhicules électriques entraînera de graves atteintes à l'environnement en raison de l'extraction de ces terres, mais aussi des atteintes à l'homme, car beaucoup de ces terres rares se trouvent dans des pays pauvres. Veillerons-nous à ce que, à mesure que la demande augmentera, nous gérions les choses de manière à ne pas causer de problèmes environnementaux ou de conflits humains pour les personnes chargées de l'extraction. Je parle seulement des batteries, je ne parle pas de l'acier ou de l'eau qui sont nécessaires à la fabrication de ces véhicules, uniquement des batteries. Nous devons nous assurer que nous ne créons pas de nouveaux problèmes qui devront être résolus à l'avenir. Et comment faire en sorte que les gens passent de la voiture au transport public pour atteindre les objectifs climatiques de 2030? Nous devons réduire l'utilisation des voitures privées de 4 à 14%. Entre 4 et 14%. Pensez-y, dans les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie et la Chine, où la croissance est en cours, la demande de voitures augmente. Il faut inverser cette demande, ce phénomène. Nous devons également modifier les déplacements dans les villes, les faire passer de la marche à pied à la marche à pied de 50% et augmenter la capacité des transports publics de 50%. Et fondamentalement, pour opérer un véritable changement, nous devons construire des villes qui ne nécessitent pas de se déplacer loin, ni de transport mécanique. Nous avons besoin de villes comme Copenhague, Bogota ou Melbourne, où l'on peut marcher et rouler à vélo. On pourrait penser que cela prend beaucoup de temps, que c'est un objectif à long terme, mais en fait, pendant la pandémie, pendant la récession économique, de nombreuses villes ces villes-là et d'autres ont saisi l'occasion de construire des infrastructures pour les piétons et les cyclistes. La ville de Bogota a construit au moins 200 km supplémentaires de pistes cyclables. Verrons-nous au sortir de la pandémie que ces plans sont mis en œuvre et non annulés au fur et à mesure de la reprise économique? Il s'agit d'une énorme opportunité pour nous. Le transport électrique bénéficie d'un réel élan, mais allons-nous utiliser cet élan pour créer une véritable brèche dans la crise climatique en supprimant le carbone des transports? Ces choix ont un impact à long terme, pas seulement dans cette décennie. Ils seront discutés, et c'est bien. Et nous espérons que vous participerez activement à la discussion qui suivra ma présentation et que vous poserez des questions. Il ne s'agit pas de position neutre. Toutes ces questions sont liées entre elles. Il s'agit de l'avenir qui doit être décarboné, mais aussi être bon pour les gens et bon pour la nature. Nous vous remercions de votre présence, mais nous espérons également que vous nous rejoindrez dans le voyage qui nous mènera vers un monde plus juste, à faible émission de carbone et plus prospère, où la nature et l'homme pourront s'épanouir ensemble. Merci d'être là et nous nous réjouissons de cette discussion. Hi everyone. Thank you all for joining. Bonjour à tout le monde, merci de nous avoir rejoints. Je me réjouis de ce débat à venir. Merci de toutes les questions que vous avez déjà soumises. Continuez à en mettre dans la fonction questions et réponses Q&R en bas de l'écran. Et nous allons essayer de répondre à un maximum d'entre elles en ligne. Mais bien sûr, nous allons demander à notre groupe d'experts de le faire. Nous en avons ici des experts et puis d'autres en ligne. Commençons donc. Je crois que la première question, c'est Jennifer Lake qui dirige notre programme énergie. Et vous avez vu la question, je vais la lire. Puisque la demande d'énergie va augmenter,
Est-ce que les énergies renouvelables vont suffire? Est-ce qu'il ne faudrait pas également réduire la consommation d'énergie? Et quels engagements ont été pris dans ce domaine? Merci beaucoup de cette question. C'est vraiment super de tous vous voir ici. Il faut faire deux choses, c'est essentiel. Il faut décarboner la production d'électricité et soutenir la trajectoire de diminution de consommation. Il faut que l'énergie soit plus propre, mais également, il faut qu'on ait des solutions plus efficaces en énergie, moins gourmandes en énergie. Il faut encourager les gens à réduire leur budget énergie et également améliorer la qualité de vie, avoir des logements mieux isolés et avoir des technologies utiles pour une moindre consommation d'énergie. Et il faut bien sûr que les décideurs politiques aillent dans ce sens. Merci beaucoup. Il y a une très bonne question sur les émissions et la biodiversité. La question, c'est on voit bien la diminution de la biodiversité due à l'émission de carbone. Il faut promouvoir une analyse scientifique et puis des résolutions politiques basées sur la science. Chip, qu'avez-vous à dire sur la corrélation entre la biodiversité et la production de CO2? Chip, vous êtes un des responsables de WRI. Merci. Les problèmes de changement climatique et de biodiversité sont tout à fait liés, surtout dans les forêts, surtout les forêts tropicales. Et il est vrai dans la question qu'on a beaucoup d'informations, beaucoup de données qui nous montrent où elles s'interpénètrent, ces questions-là. Mais ce n'est pas l'information seule qui va nous mener à l'action. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Et on l'a dit dans la présentation. Il faut se concentrer sur les conditions qui vont permettre de meilleurs investissements dans la bonne direction. Si on ne s'occupe pas de la corruption et de la déforestation illégale, eh bien, on ne pourra pas réduire ce problème. Il faut également protéger les populations autochtones et les aider à résoudre ce problème. Et enfin, il faut que ces pays reçoivent beaucoup de ressources pour résoudre ce problème. Et puisque ces forêts sont très importantes pour la biodiversité et également en tant que puits de carbone. Merci beaucoup. Française, il y a de très bonnes questions, comme vous l'avez vu. Francis, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Merci beaucoup. Je crois que la question met le doigt sur l'un des grands changements de ces 10 dernières années, c'est-à-dire la disponibilité des données par satellite et d'autres outils de détection à distance. Certains de nos collègues les ont utilisés et on peut voir où il y a une dégradation et une perte de forêt et on voit également pourquoi ça se produit et on peut savoir quels en sont les agents et également on peut mener des analyses qui nous montrent, qui nous disent quelles interventions fonctionnent le mieux. Donc, nous avons de bonnes preuves, de bons faits sur ce qui nous montrent ce qu'il doit faire. Il faut reconnaître le droit des populations autochtones sur leur territoire. On peut appliquer les lois qui déjà existent. Il y a beaucoup de lois, mais qui ne sont pas appliquées. Il y a beaucoup de déboisement qui se fait illégalement. Également, les gouvernements peuvent éviter de construire des routes dans les forêts, ce qui permet un accès plus facile. Mais beaucoup de ce qui peut être fait avec l'aide de la communauté internationale. Comme on l'a dit, c'est en général notre demande pour ces biens produits là-bas qui produit la déforestation. Donc, il faut faire en sorte que ces biens soient produits d'une manière durable. Et on peut également donner des financements pour qu'on puisse faire sur place ce qui doit être fait.
Et il y a REDD+ que vous connaissez, c'est un mécanisme qui permet d'avoir des marchés de haute intégrité, des marchés de carbone de haute intégrité, entre autres. Merci beaucoup. Claudia, je voudrais passer à la question suivante puisque vous travaillez sur le programme de mobilité. Je crois que cette question est pour vous. Est-ce que la COP 26 n'aurait pas dû encourager certaines mobilités comme solution? Est-ce que l'électrification des moyens de transport est suffisante? Merci de la question. La réponse est oui. Annie, vous nous avez parlé de la mobilité. Si nous regardons les chiffres, nous voyons qu'on n'arrivera pas en 2050 avec une réduction d'émissions par un outil magique. Il faut réduire les émissions, mais il faut également avoir des moyens de transport public et le vélo et la marche. Et il y a certaines villes ont des solutions en Afrique, en Asie, en Amérique latine. 90% des gens prennent des transports collectifs ou marchent ou font du vélo. Et il faut leur fournir des moyens des transports publics sûrs et également des routes sûres pour marcher et se déplacer. Nous concentrerons sur la COP 27 pour être sûr d'avoir vraiment un très bon système de mobilité à faible émission. Merci beaucoup. David Vasca. David dirige notre initiative climat internationale. Je vous lis la question. Nous l'attendions, bien entendu, et je suis heureux qu'elle ait été posée. Il y a une prolifération de lois, mais on continue à produire beaucoup de carbone. Qu'est-ce qu'on peut faire alors donc? Qu'est-ce qu'on peut faire également pour faire changer d'avis les personnes qui croient que le changement climatique n'est pas réel? Merci beaucoup. C'est vraiment une très, très bonne question. Je crois qu'on l'a vu à Glasgow, comme vous l'avez dit, il y a une augmentation importante sur le nombre d'entreprises et d'autres acteurs qui s'engagent et également qui se demandent sur quoi ils peuvent avoir une action. Je vais vous donner des exemples. Il y a maintenant plus de 100 institutions financières qui ont signé l'initiative de réduire les émissions. Et à Glasgow également, nous avons vu la science financière pour net zéro. Et cette vague continue. Et je pense que on doit s'assurer que ce que font les entreprises fonctionne vraiment et qu'elles le font d'une manière sérieuse et les buts basés sur la science sont un exemple. Il y a encore des choses qu'on doit pousser, notamment les signalements. Il faut que les signalements, les rapports soient consistants, soient cohérents. Et il faut également être sûr d'assurer que les rapports doivent être obligatoires. Certains pays ont pris cette direction, par exemple le Royaume-Uni et également la SEC aux États-Unis va dans ce sens. I'll mention is just something that the UN Secretary General has put in motion that he announced at Glasgow, and that's an expert Ce qui a panel. été annoncé à Glasgow est qu'un panel va être créé pour prendre en compte un nombre d'acteurs, que ce soit les institutions financières, les entreprises, pour définir des normes cohérentes. Cela a été annoncé par le secrétaire général de l'ONU pour vraiment s'engager sur la voie du net zéro. Qu'est-ce que cela signifie? D'être sur la bonne trajectoire vers la neutralité carbone.
Cette initiative du secrétaire général est très, très utile pour vraiment créer un nombre de directives qui seront cohérentes et pourront être appliquées, seront applicables. Tout à fait. Nous avons hâte de voir le résultat de cette initiative. Merci. Tout à fait. À présent, je vais m'adresser à Wanjira. Wanjira, donc notre vice-présidente à la tête des travaux en Afrique. J'ai 2 questions. Les 2 dernières questions, peut-être, mais c'est un honneur de vous poser les 2 dernières questions. Tout d'abord, la présentation a mis en avant l'importance des dirigeants, des gouvernements, la prise des engagements, mais alors, au niveau des individus, des personnes, qu'est-ce qu'ils devront faire en 2022? Wanjira Maathai, c'est à vous. Merci. Donc, si nous parlons d'individus, c'est-à-dire nous, toutes et tous, dans tous les secteurs, cette question du changement climatique, de l'action climatique, exige de nous que nous soyons engagés, c'est-à-dire nous engager vers une meilleure communication sur les problèmes, les questions auxquelles nous nous confrontons. Il faut penser à tous ceux et celles qui travaillent dans la presse, les médias. Nous avons besoin d'émotions, d'engagement et d'action. Ce que nous avons vu et entendu jusque-là, nous avons entendu beaucoup de discours, la rhétorique des différents territoires où nous travaillons. Nous voyons que le message, malheureusement, n'est pas communiqué de façon efficace. Il faut mieux communiquer, je pense, sur l'urgence et la nature impérative des actions aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr, Wanjira. C'est notre responsabilité individuelle de mettre en avant chacun de ces sujets. Et nous n'avons plus le temps que pour prendre une nouvelle question. Vous travaillez déjà beaucoup sur la COP27 et donc la question est à propos de la COP27 en Égypte. Comment est-ce que la COP27 peut vraiment mettre en avant la question de la justice climatique et en particulièrement la question de la perte et préjudice? Oui, c'est une très bonne question. Cela va être la priorité pour l'Afrique dans la COP27. Puisque nous savons que les pays développés sont responsables de la majorité des émissions de CO2, ils doivent aussi apporter un soutien pour aider les pays en développement pour faire face aux pertes et préjudices, pour faire face au changement climatique. Ceci va être au cœur des débats. Si nous sommes engagés, je pense que ceci va être une réussite. Nous sortirons de la COP27 avec une structure financière qui permette de s'assurer que ceux qui souffrent aujourd'hui, comme cela a été mentionné dans la présentation, notre présentation Annie, pour s'assurer que ces pays recevront le soutien nécessaire. La COP26 a donné une reconnaissance pour la première fois, a donné une légitimité pour ouvrir cette conversation, commencer cette conversation sur les pertes et préjudices. À présent, nous avons besoin d'un cadre pour cette question. Si nous soutenons la justice climatique, nous sommes pour plus de justice climatique, il faut que les pertes et préjudices soient mis en avant comme l'injustice de notre ère. Et je suis certaine que c'est un sujet pendant la COP27 qui sera au cœur des débats. Merci Wanjira. Nous avons juste le temps de prendre une nouvelle question. D'ailleurs, je vais la poser à Ulka Kelkar, directrice de notre programme climat en Inde. L'Inde, bien sûr, pays très important dans la conversation. Et je voulais poser la même question que celle qui a été posée à Wanjira, mais du point de vue de l'Inde. Selon vous, la COP27, quel sera le résultat? Quelles seront les conversations à la COP27? Pour l'Inde, la COP26 a mis en avant la question des énergies renouvelables 2030, les objectifs de réduction carbone, de neutralité carbone. Et aujourd'hui, je pense que nous allons parler de financement, de mise en œuvre de ces objectifs 2030, ce qui va nous permettre de créer une fondation pour parler du fait que les véhicules électriques auront une énergie plus propre, l'industrie utilisera une énergie plus propre. Donc, nous sommes en train de créer le fondement, mais nous devons avancer pour aller vers les objectifs net zéro. Et je suis certaine qu'aujourd'hui, nous allons vraiment parler de mise en œuvre et de financement plus précisément dans des termes concrets.
Merci, Ulka. Nous n'avons plus beaucoup de temps, alors j'aimerais profiter de ce moment pour vous remercier. Toutes et tous, c'est la première fois que nous avons autant de personnes qui suivent nos débats et je souhaitais vous promettre que nous, au WRI, nous travaillons à la réponse à vos questions. Vous avez mis en avant des sujets extrêmement importants. Merci pour votre participation. Nous parlons de changement climatique, mais bien sûr, vous voyez qu'il ne s'agit pas seulement de changement climatique, il s'agit de nos économies, de notre prospérité économique. Nous avons tous un rôle à jouer, nous y travaillons, toutes et tous ensemble. Merci pour votre engagement. Travaillez avec nous, faites partie de notre communauté. N'hésitez pas à aller sur notre site Internet. Les questions, les réponses posées et données aujourd'hui seront sur notre site Internet. Vous pouvez utiliser le hashtag STW22 si vous souhaitez continuer ce débat en ligne. Et avant de vous quitter, j'aimerais remercier nos panélistes, nos experts. Merci de nous avoir rejoints. Merci Michael Oko et l'équipe qui a organisé cet événement. Et merci à nos sponsors, à nos donateurs. Merci. C'est grâce à vous que nous pouvons mener ce travail, que nous pouvons partager les sujets à suivre pour 2022. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci. Nous avons hâte de continuer à travailler avec vous en partenariat.